Bonjour et merci d'être avec nous de nouveau pour ce nouveau MAG. Comme chaque vendredi, vous le savez maintenant, nous accueillons un nouvel invité pour parler de l'actualité. Alors là, forcément un petit peu plus politique que sociale ou économique, parce que, comme vous le savez également, le 12 et le 19 juin prochain, ce sont les élections législatives en Charente-Maritime comme dans tout le reste de la France. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Nordine Raymond, candidat de la nouvelle Union populaire écologique et sociale, NUPES, c'est ça que l'on dit, hein? C'est bien ça, on n'est pas tous d'accord encore pour l'instant, mais voilà, NUPES. Qui émane de la France Insoumise, candidat à la députation sur la 2e circonscription de Charente-Maritime. Vous êtes accompagné sur cette élection par Anne G, votre suppléante, et puis pour échanger avec vous, Yannick Picard, bonjour. Bonjour. Et Antoine Collin. Bonjour. Nordine Raymond, bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Donc, comme je le disais, vous êtes candidat de NUPES, ou NUPS, enfin comme on veut, la nouvelle Union populaire écologique et sociale, à la députation sur la 2e circonscription de Charente-Maritime. Vous briguez donc la place de Frédéric Dufnel, de LREM, l'actuel député. Alors, même si vous n'êtes pas vieux, 31 ans, je ne me trompe pas. C'est bien ça. C'est toujours ça. Vous avez déjà fait quand même vos armes en politique. Hein. Vous n'êtes pas un inconnu sur le territoire en tous les cas. On vous a vu notamment aux dernières élections régionales, sous l'étiquette LFI-NPA. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas, qui êtes-vous ? Qui êtes-vous, Nordine Raymond ? Eh bien, je suis un Rochefortais de naissance. J'y suis né, j'y ai fait mes classes, mon lycée. Et après, j'ai fait mes études à Bordeaux, où j'ai fait des études de droit. Et j'y suis resté un peu. J'ai ouvert un restaurant à Bordeaux. Donc, j'ai découvert aussi ce que c'était le monde de l'entreprise, qui est un parcours intéressant, je pense, à gauche, de savoir ce que c'est le monde de l'entreprise. Et puis, j'ai décidé de venir revivre à l'endroit où je suis né, donc c'est-à-dire à Rochefort. Et donc, de militer à cet endroit-là. Vous exercez quoi comme profession à Rochefort, Nordine ? Donc, du coup, j'étais restaurateur. Pour l'instant, je ne travaille pas à Rochefort. Et d'ailleurs, je ne travaillerai pas si je suis élu député parce que je vais me consacrer entièrement à mon mandat. Et peut-être qu'on en parlera. Le rôle de l'élu, pour moi, c'est une vraie mission que nous aurons à mener aussi pour pouvoir vivre de son mandat. Et c'est le cas notamment ici, dans tous les maires qui n'ont pas d'indemnité. Donc moi, je me consacrerai entièrement à mon mandat. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter à la députation ? Parce que c'est quand même important, être député. Hein, ce sont des gens qui font les lois, qui emmènent le pays vers un objectif. Qu'est-ce qui vous a motivé à vous présenter ? Vous savez, je pense que ce qui m'a motivé d'abord à faire de la politique, c'est parce que je viens d'un quartier populaire, ma mère est ouvrière, et je crois qu'à un moment donné, on a envie de se battre pour les siens, on a envie de se battre contre les inégalités. Je crois que c'est d'abord ce qui m'a fait entrer en politique. Ensuite, ce qui m'a motivé à faire, si vous voulez, nous on a quand même un fonctionnement très horizontal, c'est-à-dire qu'on fait des assemblées générales, on est élu par les militants de la France Insoumise d'abord, puis de l'Union populaire. Et donc c'était presque une demande de mes amis Rochefortais et puis de toute la circonscription de dire on pense que Nordine tu devrais y aller. Et donc à partir de là je me suis dit oui, pourquoi pas. Et donc voilà, et après j'ai un peu cette âme je dirais de combattant. Et quand le drapeau est au sol, moi j'aime bien le relever, j'aime bien aller au front. Et donc je suis heureux de me présenter à cette élection. Vous avez toujours baigné dans un milieu de gauche ? Oui, j'ai toujours baigné dans un milieu de gauche. Pour rien vous cacher, j'étais au Parti Socialiste jusqu'en 2008. Qu'est-ce qui vous a fait basculer ? À gauche ? Non, du Parti Socialiste. Du Parti Socialiste. Eh bien, à l'époque, c'était la ligne libérale, la ligne tenue par François Hollande, qui était majoritaire et qui ne l'est plus. On l'a vu, puisque hier soir, au Parti Socialiste, au sein du CN, du Conseil national, l'Alliance a été votée. Donc c'était la ligne libérale dès le début, où Jean-Luc Mélenchon est parti, a d'abord créé le PG. Alors j'ai d'abord eu tout un moment où j'ai plutôt évolué dans les milieux associatifs et j'ai un peu arrêté les partis politiques. Et puis la France Insoumise, qui était un mouvement où justement, il n'y avait pas de carte. On n'était pas obligé de suivre une ligne directrice envoyée de Paris. Ce qui me gênait un peu au Parti Socialiste m'a beaucoup plu. Et donc j'ai fait la première campagne de Jean-Luc Mélenchon en 2017, puis celle de 2022, les régionales aussi. Hormis Jean-Luc Mélenchon, une figure de gauche qui vous a marqué, à laquelle vous pourriez peut-être vous identifier en toute modestie ? En toute modestie, une figure de gauche ? Moi, je dois dire que je me sens vraiment pleinement dans le mouvement de gauche et dans le mouvement ouvrier. Donc les figures comme Mitterrand sont des figures tutélaires, des figures comme Jaurès, évidemment. Plus proche de nous, Mitterrand, donc. Le plus proche de nous, ça serait Mitterrand. Et puis après, sur le territoire, je dirais André Bonin. André Bonin, qui a été conseiller général à l'époque, on disait, maintenant on dit départemental de Rochefort. Et puis ici, un peu plus haut, Benoît Biteau. Enfin, j'ai une culture de gauche assez large. Et d'ailleurs, je le dirai peut-être un peu plus tard, Franck
Trinché Girolet, qui est le porte-parole de la campagne, était un militant Europe Écologie Les Verts et élu à Vérines. Donc j'ai des figures tutélaires assez larges de toute la gauche. Il est venu d'où ce déclic de la politique? À quel moment vous êtes engagé en politique? Je crois que je vous le disais, c'est vraiment dans l'enfance et la jeunesse. Il y avait un centre social dans mon quartier et je me suis investi dans le centre social. Quand je me suis investi dans le centre social, on créait des projets quand on était jeune avec les éducateurs et les animateurs, et puis petit à petit ça a mené à la politique parce que je me suis dit qu'il fallait qu'on change les choses, et que si on change les choses, il fallait accepter de mettre les mains dedans. Donc je crois il faut savoir aussi que je suis quand même d'une famille, je vais pas le cacher, d'une famille de militants politiques, hein. Mon grand-père était militant politique communiste à Foura, ma mère était militante socialiste à Rochefort, elle a été élue conseillère municipale de Rochefort pendant un temps, donc j'ai baigné dans un milieu politique. Voilà, je m'inscris dans cette histoire de dire nous les peu, nous les gueux, nous les chiens, c'est un poème de Léon Gontran de Damas que j'aime beaucoup. On doit relever la tête et on doit prendre nos affaires en main, et je crois que c'est ce qui m'a amené à la politique. On va parler bien évidemment juste un petit peu de présidentiel, hein. Le but du jeu de cette émission, c'est quand même de développer les législatives. C'est ce qui intéresse aussi les gens qui nous regardent. J'imagine que le premier tour de l'élection présidentielle, ça a été quand même une petite déception, voire peut-être une grande déception. Vous y croyez vraiment? D'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, vous étiez à quoi? À 500 000 voix d'être qualifié, hein, au second tour. Quel bilan aujourd'hui, à plusieurs semaines de cette élection, quel bilan vous dressez de cette élection présidentielle? Voilà, vous avez raison, le soir même du résultat, c'est une déception, évidemment, et c'est une déception, c'est une tristesse, parce que nous pensions que nous pouvions être au second tour, et puis parce que très sincèrement, d'être à 22% alors qu'on nous annonçait à 18%, on est les seuls à avoir eu 4 points de différentiel avec les derniers sondages. Donc c'est une déception de se dire la retraite à 60 ans, on la portera pas maintenant, la bifurcation écologique, on la portera pas maintenant. On a eu ce petit moment d'abattement, je pense, parce que comme on y croit et quand on y met toutes ses forces, évidemment, on le fait avec le cœur. Et puis très vite, on a regardé les résultats, on s'est dit, attendez, mais qu'est-ce qu'on vient de faire? On est à 22%. La gauche dans ce pays, quand on regarde un peu la gauche dans l'Europe, en Italie, en Espagne ou dans d'autres pays, et elle est totalement en bas. Et nous, on a réussi à relever la gauche. On est à 22%. Si on additionne toutes les voix de gauche qui sont dans l'accord à l'heure actuelle, on est devant Marine Le Pen et Emmanuel Macron. Donc on a vraiment créé un espoir. Et puis cette campagne était incroyable. On a eu des militants et des militantes qui sont arrivés de partout en permanence. Encore maintenant, au soir du premier tour, les gens nous ont rejoints en disant maintenant il y a les législatives, il faut qu'on gagne les élections législatives. On a analysé les résultats, on a regardé sur le territoire notamment, on progresse. À 800 voix à Rochefort par exemple, on gagne 800 voix alors qu'il y a 600 inscrits de moins. À Étré on est deuxième, à Angoulins on est deuxième, à Ferrières, on progresse dans plein d'endroits, à Clavette, à la Jarry. Bref, donc on s'est dit, bon, en fait, il y a une dynamique, il y a un troisième tour. On a aussi entendu, on s'est dit, qu'est-ce que va faire Jean-Luc, quoi? Il a fait un discours splendide le soir du premier tour, où il a dit, faites mieux. On s'est dit, mais oui, mais nous abandonne pas, c'est pas le moment. Et il a dit, et direct, et je pense qu'il a eu l'audace politique, comme il l'a souvent, de dire, élisez-moi Premier ministre. Et donc là, on s'est dit, allez, c'est reparti. Il y a les législatives, et le pari qu'on a fait, pour l'instant, est gagnant, puisqu'on est en tête de tous les sondages. Hier, France Info a annoncé que dans la circonscription, on serait en tête au premier tour. Donc le pari est gagnant. Et on n'a pas été démoli très longtemps, quoi. Alors justement, on est au moment du grand rabibochage, hein, des forces de gauche, même des écolos avec vous. Est-ce que vous en voulez particulièrement à Fabien Roussel d'avoir maintenu sa candidature? On aurait pu imaginer qu'avec les 800 000 voix qu'il a fait, certaines auraient pu aller sur votre candidat. Vous savez, je crois que le peuple est souverain dans une république. Et les gens qui veulent se présenter à une élection présidentielle sont légitimes à se présenter à une élection présidentielle. Si Fabien Roussel et les communistes avaient décidé d'aller à l'élection présidentielle, ils avaient le droit d'aller à l'élection présidentielle. Évidemment que j'aurais préféré qu'ils soient avec nous et que l'accord que nous sommes en train de faire soit là dès l'élection présidentielle et que de ce fait, nous gagnions l'élection présidentielle. Mais je crois que on n'a pas à dire aux autres forces politiques. Justement, c'est ce qu'on a essayé de se faire avec cet accord. C'est-à-dire qu'on n'est pas hégémonique, on n'est pas là pour vous baisser la tête. L'idée, c'est que soit on fait ensemble, soit on fait pas ensemble si vous décidez de pas faire ensemble. Et c'est pas grave. Voilà, c'est pas grave pour nous. C'est pas à nous de décider pour les autres partis. Donc non, j'en veux pas à Fabien Roussel, j'en veux à aucun parti politique. Ils ont décidé de faire comme ça s'est passé comme ça. Et puis maintenant, nous sommes responsables et il y a un troisième tour. Alors, quand on voit l'évolution de la situation, justement, là, l'alliance est faite. Est-ce qu'il n'y a pas quand même des regrets de ne pas s'être alliés plus tôt pour justement aller chercher cette présidentielle? Vous savez, la vérité, c'est que moi j'appartiens à une génération politique où l'alliance a été déjà faite. Franck, je ne l'ai pas rencontré le jour où on a signé l'accord. Et voilà, on travaillait déjà ensemble. On savait déjà qu'on allait faire cette alliance. On savait qu'il fallait reconstruire la gauche. Ça se fait plus vite que prévu. Moi, je pensais que ça allait se passer après l'été.
C'est ce genre d'alliance allait se passer à Fiat. Et j'aurais pas pensé qu'on aurait été capable de le faire aux législatives. Je suis surpris que les responsables politiques ont enfin entendu le message du peuple de gauche. 84% des gens soutiennent cet accord, des électeurs de gauche. Donc voilà, non, je crois que c'est tout naturellement. Hier soir, je lançais ma campagne à Rochefort, à ma permanence électorale qui est au 13 rue Cochon du Vivier, pour ceux qui veulent passer nous faire un coucou. Et à ce moment-là, il y avait des gens du Parti Socialiste, des gens de LV, des gens de Génération, des gens de Passe Publique, qui sont venus tout naturellement, qui ont pris la parole et qui m'ont soutenu. Donc sincèrement, je crois que c'est pas un rabibochage de façade. Je suis pas d'accord avec cette expression. Vous n'avez pas dit façade. Hein. J'ai pas dit façade. Vous n'avez pas dit façade. C'est sur le fond. D'ailleurs, tous les accords ont d'abord été faits sur des accords programmatiques. Et puis je pense qu'on avait besoin de clarifier certains a priori sur l'Europe. Peut-être que vous allez m'interroger là-dessus. Sur des choses où on pensait qu'on n'était pas tout à fait d'accord, et au final, et puis on n'utilise pas les mêmes termes, on n'a pas la même culture politique. Nous, on parle de désobéissance au traité, le PS parle Ça va tenir tout ça en fait? Mais bien sûr que ça va tenir. Ça va tenir pour plusieurs raisons, parce que nous sommes, malgré que nous voulions passer... c'est vous qui dites que vous êtes de cultures différentes. Hein. Oui, nous sommes de cultures politiques différentes, et c'est toute la richesse, mais nous sommes tous les quatre sans doute de cultures différentes. Mais ça n'a pas fonctionné avant. Moi, je viens d'une culture ouvrière, je suis pas sûr que ce soit votre cas. Ça n'a pas fonctionné avant, et là, ça va marcher, ça va matcher là. Alors, vous pensez qu'en 1980, ça n'avait pas fonctionné? C'est loin tout ça. En 97, les 35 heures, tous les progrès sociaux ça a toujours fonctionné. Et ce qui est intéressant, c'est que justement, nous aurons donc une majorité à l'Assemblée nationale avec des groupes politiques différents. Peut-être que des fois, nous ne voterons pas la même chose, mais c'est pas grave. Il faut respecter nos différences de culture politique. Et je pense que ça va fonctionner et que c'est une richesse. La différence, pour moi, c'est une richesse. Est-ce que c'est le futur de la politique, ces formes d'alliance entre partis? On a vu Macron a lancé en 2017 avec LREM et le mouvement En Marche. On a vu que plusieurs hommes politiques avaient quitté leur parti pour rejoindre Macron. Est-ce que c'est un peu la nouvelle politique d'aujourd'hui? Vous me posez des questions passionnantes, sincèrement. C'est rigolo parce que moi, vous savez, dans la 6ème République, je crois au régime parlementaire. Et tous les historiens de droite ont réussi à inculquer dans la tête des gens que la 4ème République, ça ne fonctionnait pas. La 4ème République, ça fonctionnait très très bien. La France n'a jamais été aussi riche. Malgré que les gouvernements sautaient tous les 15 jours. Et alors? Pas tous les 15 jours. J'exagère un petit peu, mais ça sautait souvent. Et ça fonctionnait très très bien. Et moi, je suis pour ce type de... Il y a des majorités qui se font sur des projets. Sur des projets où on est d'accord, on fait des majorités. Sur d'autres projets, il y a d'autres formes de majorité. Et moi, je crois à ça. Et je crois d'autant plus à l'implication citoyenne. Nous ne sommes pas tous d'accord sur tout, et nous ne sommes pas obligés d'être d'accord. Nous ne sommes pas tous d'accord dans les partis politiques. Je ne suis pas d'accord avec tout ce que pensent les autres militants de la France Insoumise. On a tous nos différences. Et donc oui, je pense que c'est l'avenir de la politique. Seulement, vous parliez de l'alliance à droite avec le MoDem, La République En Marche. C'est quand même pas tout à fait le même type d'alliance, parce qu'après, ils votent tous la même chose. Nous, on votera pas tous la même chose. On continuera sur le nucléaire, on n'est pas d'accord. On essaiera de convaincre les communistes sur le nucléaire. On n'est pas d'accord, et on n'a pas demandé aux communistes d'être d'accord sur le nucléaire. Voilà, on n'est pas d'accord avec les socialistes sur la retraite à 60 ans. Ils proposaient la retraite à 62 ans. On essaiera de les convaincre, et on les convaincra. Le plus gros groupe, ce sera celui de la France Insoumise, de toute façon. Sans doute qu'on y arrivera. Et nous les convaincrons que pour la retraite à 60 ans. Voilà, moi je pense que c'est une force, ces différences, et qu'on va réussir à s'enrichir. Ça promettra des débats dans l'hémicycle animés. Hein. Et j'espère pouvoir y participer. On va juste revenir sur la deuxième circonscription et surtout le grand gagnant quand même de cette élection présidentielle et qui risque encore peut-être de gagner sur l'élection législative, c'est le taux d'abstention. Et donc on pose cette question à tous les candidats, mais comment faire revenir les gens devant les urnes? Alors vous allez me dire, si je le savais, ça serait plus simple. mais voilà, qu'est-ce que vous avez envie de dire aux gens qui n'ont pas été votés du tout, qui n'ont même pas voté un bulletin blanc, même si on n'en tient pas compte, mais au moins qui ne vont plus voter. Ou qui ne vont plus voter. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire pour leur dire, mais deuxième circonscription, venez voter, quoi. J'ai envie de le dire que je les comprends déjà. Que je comprends certaines personnes qui sont déçues par les votes qu'ils ont faits, notamment quand ils ont voté François Hollande et qu'on leur a dit mon adversaire c'est la finance, et qu'après on a fait la loi El Khomri, on a fait le CICE. Donc je les comprends et je les entends. J'ai envie de leur dire, si vous prenez pas vos affaires en main, si vous vous intéressez pas à la politique, c'est Loïc Prudhomme qui dit souvent ça, si tous les dégoûtés s'arrêtent de voter, on n'aura que des dégoûtants. Donc à un moment donné, vous avez le pouvoir avec un bulletin de vote, c'est une arme
extraordinaire, le bulletin de vote. On peut vraiment changer les choses grâce à ça. Donc intéressez-vous à la politique, lisez nos programmes, venez à notre rencontre. Je dis pas nécessairement votez pour moi, mais en tout cas allez voter parce que je crois que c'est important, et sinon c'est les autres qui décident à votre place. Après on est sur le terrain, on fait du porte-à-porte, on distribue des tracts, on colle des affiches, on fait ce que font tous les partis politiques, et on essaye de convaincre les gens. Oui, on n'y arrive pas, on n'y arrive pas nécessairement. Et comment intéresser les jeunes surtout? Parce que le problème, il vient de là, c'est la jeunesse qui vote pas surtout. Je crois qu'on a parlé de 51% des jeunes qui n'ont pas voté aux dernières élections. Comment faire pour les intéresser à la politique? C'est ça, 51% des jeunes aujourd'hui ne votent pas, et on est sûr que s'ils ne votent pas aujourd'hui, il y a peu de chances qu'ils votent plus tard. Donc on va faire toute une génération qui ne vont pas aller aux urnes. Comment les intéresser? Il faut mettre le vote électronique en place, par exemple? Si vous étiez sympa avec moi, vous pourriez quand même dire que sur ceux qui votent, ils votent pour nous. Hein, on pourrait commencer par dire ça déjà. Que les jeunes, en grande majorité, votent pour nous. 39%. Vous avez révisé avec Mélenchon, on doit dire, non? Pourquoi? On a quelques origines communes. D'accord. Donc les jeunes, déjà, ceux qui vont voter votent pour nous. Ceux qui ne vont pas voter, comment on fait? Alors déjà, nous, j'ai une chance incroyable, c'est que j'ai réussi à créer un pôle jeune au sein de ma campagne. Il va y avoir dans la campagne de la nouvelle Union populaire, écologique et sociale sur la 2e circonscription, un pôle jeune. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dit, eh ben, les gars, je vous laisse faire votre campagne. Vous allez avoir le droit d'éditer des tracts, et vous allez aller rencontrer les jeunes comme vous pensez qu'il faut aller les rencontrer. Je pense qu'il faut aussi qu'on arrête de penser qu'on sait tout sur tout, qu'on maîtrise tous les sujets et qu'on est les meilleurs dans tous les domaines. Sur la jeunesse, il faut donner aux jeunes la possibilité de s'exprimer. Et je pense, déjà j'ai 31 ans, hein, je suis quand même un candidat assez jeune, et je pense qu'il faut laisser les jeunes parler, entendre ce qu'ils ont à nous dire, leur donner une place. C'est ce qu'on essaye de faire au sein de la campagne. Et si je suis élu, c'est ce que j'essaierai de faire au sein de Justement, vous disiez que vous étiez issu des quartiers populaires de Rochefort. Comment vous allez aller les convaincre, ces jeunes que vous connaissez particulièrement bien, je pense, pour qu'ils aillent voter? Alors pour vous ou pas, hein, ça après, comme vous l'avez dit, hein, c'est pas qu'ils aillent à votre rencontre. Comment vous allez les convaincre? Alors ça c'est un peu l'aspect comment on va faire campagne, et du coup nous on a décidé de faire une campagne festive, populaire, une campagne de terrain. Par exemple, dans mon quartier, on va organiser un concours de pétanque. Voilà. On va pas faire des réunions publiques dans toutes les villes un peu embêtantes. Un exemple? Un exemple de ville embêtante? Non, de réunion publique. Ah, pardon. Non, pas les villes embêtantes, non. Et donc, je sais pas, on sera à Charon, par exemple, le 14 mai. Et on va faire ça vote très fort Marine Le Pen, hein, Charon. Hein. On va faire un grand banquet populaire. Si vous voulez, on parlera des électeurs de Marine Le Pen après. Mais oui. On va faire un grand banquet populaire, il y aura des jeux, et on va parler du logement en Onis. Et voilà, et on va essayer de raccrocher les thèmes politiques à travers des moments festifs. Parce que la politique, c'est pas obligé d'être ennuyeux, quoi. On peut aussi faire de la politique joyeusement, en se disant que, justement, on peut porter un message de bonheur. Justement, parlons de Marine Le Pen. Sur la 2e circonscription, Marine Le Pen a fait un très bon score, notamment en milieu rural. Quel message vous avez à donner à ces gens qui ont voté pour l'extrême droite? Comment les convaincre de passer de l'autre côté? Elle vous ment. Marine Le Pen, c'est la candidate des riches. Marine Le Pen, c'est la candidate du système. Marine Le Pen, c'est la candidate que s'était choisi Emmanuel Macron pour pouvoir gagner. Il a encore réussi. La famille Le Pen perd chaque élection à chaque fois. Marine Le Pen, elle ne connaît rien à la ruralité. Elle vit dans un château à Montretout. Marine Le Pen, elle a un programme qui ne répond pas aux questions qui sont notamment des questions du pouvoir d'achat, aux questions telles que les questions écologiques. Marine Le Pen, quand elle a un mandat, elle ne siège même pas à l'Assemblée nationale. Elle n'y va pas. Sur les retraites, elle n'était pas là. Les retraites, elles s'en fichent. C'est-à-dire que on a voulu faire la retraite à points, c'est-à-dire financiariser notre système de retraite. Marine Le Pen, ça ne l'intéressait pas. Donc voilà ce que je veux dire aux gens. Je veux dire, venez voir. Nous, déjà, ben voilà, on est du peuple. Hein, on vit pas dans un château à Montretout, enfermé derrière des grilles avec des chiens qui mangent des chats. On est sur le terrain. On connaît les sujets et surtout, on a un vrai programme qui, je pense, répond aux aspirations populaires. Et je pense qu'il faut arrêter de culpabiliser les électeurs de Marine Le Pen. Les électeurs de Marine Le Pen, ils envoient des messages aussi aux politiques. Et si les politiques ne sont pas capables de les entendre, alors arrêtons de faire de la politique. Les électeurs de Marine Le Pen, c'est des gens qui souffrent du système, qui souffrent, notamment, on les a vus dans les milieux périurbains, du prix de l'essence, qui souffrent de ne pas pouvoir se loger, qui souffrent des passoires thermiques quand ils ont des logements. Et nous, on a des réponses programmatiques à leur apporter, je pense. Eh bien, on va passer tout de suite au billet d'humeur d'Antoine Colin. Bon, Nordine, je sais pas si vous avez vu, mercredi soir, il s'est passé un truc de fou. Mélenchon vous a laissé tomber. Plus de LFI, plus de NUPS et plus de PS. Bon, après, ça, on le savait déjà depuis un petit moment.
Est-ce que vous voyez de quoi je parle? Non? Bon, ben, regardez l'image. Est-ce qu'il n'y a rien qui vous choque? Si. Ça s'est passé mercredi soir, demi-finale de Ligue des Champions entre le Real de Madrid et Manchester City. Bon, c'est celui qu'on voit derrière, c'est l'entraîneur du Real de Madrid, enfin l'entraîneur adjoint du Real de Madrid. C'est Zidane, l'entraîneur du Real de Madrid. L'entraîneur adjoint du Real de Madrid. Donc du coup, bon, voilà, c'est pas notre Mélenchon national, on pouvait le penser. Bon, il ne vous aurait quand même pas laissé tomber, hein, notre Mélenchon. Bon, il aurait peut-être préféré choisir la Maison Blanche. Bon, à défaut d'avoir l'américaine, il aurait choisi la Castillane, c'est son côté modeste. Par contre, j'espère juste qu'il aura un peu plus de succès que Manuel Valls s'il doit choisir la Maison Blanche à Barcelone. Sinon, vous risquez de vous le recaltiner la saison prochaine. Mais bon, je le rappelle, c'était une petite boutade. Ne vous inquiétez pas, Mélenchon est toujours là pour tenir la baraque. Par contre, si vous avez une petite panne avec l'hologramme, je vous ai trouvé son sosie officiel, doublure parfaite. Pour info, c'est une ancienne légende, comme je vous l'ai dit, du Real de Madrid. S'appelle Miguel Porla Noguera, alias Chendo. Il était latéral droit. Il a passé toute sa carrière au Real de Madrid jusqu'à devenir entraîneur adjoint. Si je devais résumer sa carrière en 2 mots, c'est dévouement et sens du sacrifice. Un peu comme notre Jean-Luc. Hein, elle est pas belle la vie, n'est-ce pas? Bon, du coup, rectification. LFI et Jean-Luc Mélenchon sont encore dans la course aux législatives. La nouvelle Union populaire écologique et sociale a peut-être de l'avenir. D'ailleurs, parlons-en du NUPS. Si je devais faire une vraie comparaison, je dirais plutôt que Mélenchon est un peu la Madame Doubtfire de la gauche. En à peine 2 semaines, il a fait le grand ménage, il a mis tout le monde d'accord. Finito le Parti communiste, finito Europe Écologie Les Verts, pardon, et le meilleur pour la fin, finito le PS, enfin presque, parce qu'il reste encore quelques frondeurs du Parti socialiste, comme Carole Delga, présidente de la région Occitanie et ancienne députée de la Haute-Garonne. Elle a même appelé à voter contre cette alliance historique entre LFI et son parti. Hier, dans la journée, quelques heures avant les discussions au Conseil national du PS, elle a déclaré vouloir une union claire, sincère, crédible et durable, et non une union de façade. D'autres, comme Laurence Rossignol, sénatrice de l'Oise, a parlé d'un contrat de gouvernement. Alors cette alliance est-elle née pour durer, ou vous avez simplement caché vos rancœurs sous le tapis? Bon, déjà, cette photo est incroyable parce que je croyais que c'était un mauvais montage. Moi, je croyais vraiment que vous aviez mis la tête de Jean-Luc Mélenchon. Il existe vraiment. C'est vraiment Pas de fake news à Onis TV. Hein. Du coup, j'ai oublié parce que les choses méchantes, j'oublie vite. Qu'est-ce que vous m'avez. Carole Je vous ai Delga demandé, est-ce que cette alliance sera durable ou est-ce que vous avez juste caché toutes les rancœurs sous le tapis? Je sais pas, on verra. Alors, les rancœurs, on les a pas cachés sous le tapis, il n'y a pas de rancœur. Enfin, voilà, il n'y a pas de rancœur. Des fois, C'était un peu à couteau tiré quand même avant les présidentielles. Oui. Pas de notre côté, vous avez vu quand même. Pas de votre côté. On n'a rien dit sur Hidalgo, on n'a rien dit sur Jadot, on n'a rien dit. Vous avez vu aussi que les partis politiques ont décidé d'éloigner les candidats qu'ils avaient présentés. Hidalgo, bon voilà, dans les négociations, on l'a pas vu, Jadot non plus. Donc je pense, non, c'est ce que je vous disais aussi sur ma génération politique. Je pense qu'on va vraiment construire quelque chose dans le temps. Moi, ça fait quelques temps que je disais, il nous faut un nouveau Épinay. Voilà, ce grand. Voilà. Alors après, je suis pas pour les partis uniques. Je suis pas pour effacer le fait que les socialistes et les communistes, ils ont des cultures politiques différentes, ils sont pas d'accord sur tout. Je pense que ça va durer dans le temps. Je pense qu'on va avoir une belle majorité qui va apporter beaucoup de choses à la France, ce qu'a fait toujours la gauche quand elle a été au pouvoir. Parce que vous savez, nous, quand on fait quelque chose, ils mettent 100 ans à le démolir à chaque fois. Hein. Les 35 heures, ils veulent tous les 5 ans, c'est fini les 35 heures, ils n'y arrivent pas. Le régime de retraite, ils ont tous voulu y toucher, ils n'y arrivent pas. Donc voilà, on va encore reconstruire des nouveaux acquis sociaux, on va construire une belle alliance, et non, je pense que ça va durer dans le temps. Oui. Alors justement, pour clarifier un petit peu les échanges entre les différents partis, les différents mouvements au sein du NUPES, on a un message un peu brouillé du Parti communiste 17 en Charente-Maritime. Il présente, je crois, demain matin, samedi à 11h, à 11h leurs 5 candidats sur le département. Et 5 suppléants. Et donc on se dit, mais alors ils font pas partie de l'Alliance, ceux-là? Ils ont décidé de faire bande à part? Ils ont décidé de faire un vote interne. Bon, je vous cache pas que je suis pas au Parti communiste, donc je sais pas exactement comment il fonctionne, mais ils ont décidé de faire un vote interne en Charente-Maritime. Et hier, quand je les ai appelés, parce que j'ai appelé tous les partenaires de l'Alliance, ils m'ont dit qu'ils vous donnaient demain à la presse, donc lors de cette conférence de presse, les résultats du vote interne. Je trouverais ça vraiment très dommage qu'ils décident de ne pas partir. On les attend. Venez.
ce que je dois vous avouer, c'est que des communistes, chez nous, on en a plein. Ils étaient arrivés même avant l'accord. Hein. C'est impressionnant. Moi, je pense à André Ménard, qui a été adjoint de Tonnet-Charente pendant très longtemps. Enfin, je pense à plein d'élus. Et d'ailleurs, je suis assez touché d'anciens militants communistes qui m'ont rejoint pendant déjà l'élection présidentielle. On attend les résultats de vote interne. J'espère vraiment qu'ils seront avec nous. Je serais surpris qu'ils ne le fassent pas, alors que l'électorat demande ça. Je crois que la gauche, il faut qu'on arrête de se regarder le nombril. À un moment, il faut qu'on arrête de se parler entre nous et d'attendre. Il faut qu'on parle aux gens, quoi. Et donc les décisions internes, les choses comme ça, je pense qu'il faut arrêter. Et j'espère que les communistes seront avec nous pour cette campagne. Pourtant, le message est clair. Hein, c'est présentation demain à 11h des 5 candidats, donc sur les 5 circonscriptions de la Charente-Maritime et des 5 suppléants. Vous avez été en contact récemment, téléphoniquement, peut-être avec eux. Qu'est-ce qu'il en est? Hier. Donc, Hier, je les ai appelés, évidemment, oui. Et ils vous disent quoi exactement? Alors, hier, ce que je viens de vous dire, ils font une consultation interne et demain, ils vous remettent le résultat. J'ai le sentiment, c'est vraiment qu'un sentiment qu'ils seront là. Enfin, j'avais Michel Grelier, pour rien vous cacher, au téléphone, qui est la présidente de la section communiste à Rochefort. Et on a des bons échanges et tout. Je serais vraiment très très surpris. J'attends de voir le résultat de leur vote interne, quoi. Alors on a une autre question, alors ça n'a plus rien à voir bien évidemment avec le PCF. Sur le financement de votre campagne, on le pose systématiquement à tous les candidats, parce qu'on s'interroge forcément, hein, ça coûte des sous de se présenter. Yannick a une question. C'est vrai que les Républicains nous ont expliqué que le parti leur donnait 5 000 euros pour leur candidature. On a appris avec Emma Chauveau qu'à l'inverse, chez le Rassemblement National, il fallait faire un prêt au parti. Voilà, de 5 000 euros, en sachant qu'il y avait obligation. Au RN, généralement, c'est. En sachant, mais elle certifie qu'il n'y a pas d'argent russe dans sa campagne. D'accord. Okay. En sachant qu'il y a l'obligation derrière d'acheter le kit de campagne national à 7 500 euros. Coup à chaque fois. Donc, chez vous, comment ça se passe? D'autant plus que maintenant, il y a une alliance de gauche. Donc, est-ce que qui va cracher au bassinet pour financer votre campagne? On n'a pas d'argent. Alors, comment vous allez faire? Personne. Le financement de votre campagne, vous l'estimez à combien? Sachant que pour une campagne minimale de législative, c'est 20 000 euros. Donc, vous, comment vous faites? Alors, nous, comment on fait? Dont apport des candidats. Anne G, ma suppléante et moi-même mettons de l'argent. Pour mon cas, puisque je n'ai pas d'argent, j'ai pas d'argent de côté, c'est un prêt bancaire. D'accord. Je fais un prêt bancaire à hauteur de 20 000 euros, comme vous venez de vous le dire. Une banque russe? Non, au Crédit Mutuel, dans une banque mutualiste. Je dois en citer 2 autres pour pas faire de pub ou pas? Non. Crédit Coopératif et Banque Populaire, je que des banques mutualistes. Donc vous allez faire un prêt perso? Oui, je fais un prêt perso. Ouais, d'accord. Ni le parti nous prête d'argent, alors surtout pas des prêts au parti. Là, moi, je le ferai pas si on me demandait de le faire, parce que généralement, ça fait des magouilles derrière. Non, c'est de l'argent personnel. Après, on fait un appel aux dons, hein, évidemment, à chaque meeting. On fait des... Vous l'avez estimé à combien le montant de votre campagne? On espère faire une campagne aux alentours de 35 000 euros. Donc on est au-dessus des 20 000 minimum annoncés, quoi. Ouais. Voilà. En fait, le plafond autorisé, c'est 70 000. Hein. D'accord. Sauf que vous n'avez pas de réservation de salle, parce que vous ne faites pas de réunion publique. Donc oui. C'est quoi? C'est de l'affichage? C'est des tracts? C'est de l'affichage, c'est des tracts. Sachant que le coût du papier a considérablement augmenté. C'est aussi parce qu'on décide de payer convenablement les prestataires. Quand on fait de la vidéo, quand on fait... ma directrice de campagne est rémunérée. Le travail militant, on décide de rembourser l'essence des gens qui vont aller coller et tracter. Voilà, tout ça, c'est parce que nous, on a des militants qui n'ont pas d'argent. Donc on décide qu'on fait un pot commun, c'est le compte de campagne, et on rembourse les frais que les gens vont dépenser dans la campagne. C'est essentiellement ça. Et ensuite, on a un local de campagne. Ça coûte un peu d'argent, mais c'était un choix pour que les gens puissent se retrouver et qu'on puisse... Ce sera votre future permanence parlementaire si vous êtes élu? Oui. Donc vous serez sur Rochefort? Oui, je serai sur Rochefort. Antoine? Quel bilan faites-vous des 5 années de Frédéric Tufnel, actuel député, je le rappelle? Ouais, je pas... Bon voilà, c'est fini. Non, mais en tant que citoyen, voilà, vous fini, habitez sur la deuxième elle a peut-être fait les choses bien. Franchement, c'est pas la pire députée, La République En Marche. Hein. Qu'est-ce qu'elle a fait de elle bien? a travaillé sur l'eau, par exemple, ouais. avec le député Loïc Prudhomme. Elle a porté un message écologique, bon, même si c'est de l'écologie de façade, voilà, on n'est pas d'accord. Bon... C'est un peu notre François Hollande local. Voilà, elle est même pas en capacité de pouvoir se représenter. Bon, c'est le naufrage de la Macronie. Moi, je sais pas quoi vous dire. Je sais pas quoi vous dire. Elle a changé de groupe. Je sais même plus où elle est. Elle est où? Au Modem? Oui, c'est ça. Ouais. Elle est passée. Enfin voilà, bon, c'est fini. Merci Frédéric. On arrive quoi. Non, mais je sais pas. Frédéric Tufnel, elle aura pas marqué. Bon, c'est une députée qui est connue par personne. Elle a décidé d'être qu'à Rochefort. Elle a pas compris que cette circonscription c'était une circonscription rurale, qu'elle allait jusqu'aux frontières des Deux-Sèvres, de la Vendée, qu'il fallait rencontrer les gens. Enfin voilà. Je pense vous voyez, vous avez un bilan. Je pense que si vous faites des micro-trottoirs à Maran et que vous demandez qui est votre député, bon. Voilà, bon, c'est fini pour Frédéric Tufnel. Merci pour tout. On passe à autre chose. Oui. Alors justement, dans cette campagne, vous allez avoir des concurrents sur la deuxième circonscription. Par contre, il y a un parti qui manque à l'appel pour le moment, c'est La République En Marche.
Sur respect des électeurs. Hein. Qu'est-ce que Il vous en- manquait déjà à l'appel pendant la campagne présidentielle. Hein. Qu'est-ce que vous en... Non, non, mais là on parle en local. Qu'est-ce que vous en Alors, pensez? au local, Comment vous j'ai réagissez? jamais vu personne militer pour la Non, mais République pour en marche. pour cette campagne, pour cette élection, il Oui. n'y a pas de candidat. Il y a Pour pas Non, de mais candidat. je veux dire, Qu'est-ce que ça je veut veux dire, dire quand même, c'est pas n'importe quoi de se présenter d'un coup face aux électeurs. Nous, on a fait la campagne présidentielle. Moi, depuis décembre, je suis sur le terrain quand même. Et là, je vais avoir quelqu'un qui connaît même pas le territoire, sans doute, qui a jamais fait campagne pour son candidat, qui va être parachuté de Paris. Enfin, quand même. Donc, ils étaient pas là pendant la campagne présidentielle. Je tiens à le souligner. Et puis, qu'est-ce que j'en pense? Je pense ils respectent pas les électeurs. En fait, ils pensent que présenter quelqu'un avec un logo, ça suffit. Non, il faut être implanté dans le territoire. Il faut connaître les problématiques des gens. Vous savez, le rôle du député, c'est un peu un rôle bizarre parce qu'on est à la fois élu de la nation, on est là pour faire et voter la loi, et ça il faut pas mentir aux gens, on n'est pas là pour décider de construction de parking ou d'où on implante un arbre, on est là pour faire et faire voter la loi. Et puis on est aussi là pour porter les aspirations d'un territoire. Si on ne connaît pas le territoire, si on n'est pas allé à la rencontre des gens, quel type d'aspiration va porter le ou la candidate La République En Marche? Donc je ne peux même pas nommer mon concurrente. Bon, on parle de Nelly Faisseau. Moi, j'aimerais beaucoup que ça soit elle. Si je peux donner une recommandation à Emmanuel Macron, je suis sûr qu'il regarde. J'aimerais beaucoup que ce soit Nelly Faisseau, parce que alors parler d'éducation nationale, j'aimerais. Pourquoi Nelly Faisseau? Parce qu'elle a travaillé dans l'éducation nationale, donc elle a été parachutée partout. À chaque fois, elle a perdu. Bon, bref, c'est pas le plus important, mais c'est surtout il va falloir maintenant qu'elle porte le bilan de Blanquer et les réformes qu'ils veulent faire, la privatisation de l'éducation nationale, Parcoursup, tout ça. Et là, on va avoir des débats assez, je pense, ténus. Je rebondis sur vos propos. Vous parlez de ce territoire, un territoire qui est très particulier, cette deuxième circonscription, qui part de très bas, qui monte à la frontière de la Vendée. Il y a un de vos concurrents, David Labiche, qui mouille le maillot depuis plusieurs mois. Il arpente toutes les communes. Vous, qu'est-ce qu'il en est? J'ai fait toutes les communes aussi, les 66 communes. Qu'est-ce qu'il en est, à quel niveau? Est-ce que vous êtes sur le terrain concrètement? Oui. Bon, je crois que vous le savez, non? Non? Vous m'avez pas vu? Personne m'a vu. Bon, moi, sur les réseaux sociaux que David Labiche, en tout cas. Moi, sur les réseaux sociaux. Vous me suivez pas, alors? C'est dommage. J'ai fait toutes les foires de Maran, par exemple. D'accord. Les marchés le mardi. Vous êtes allé à la Ronde, par exemple? Je suis allé à la Ronde. Vous avez été reçu par Jean-Pierre Servan? Non, alors je fais pas une... Vous faites pas les maires? Je fais les maires. Je fais les maires. J'ai écrit à tous les maires, mais je ne fais pas une campagne des maires. Je ne fais pas une campagne d'élus. David Labiche se vante d'être conseiller régional et d'aller rencontrer tous les maires. Bon, moi, je rencontre d'abord les gens. Je serai avec le maire de Benon mercredi, par exemple. On va pas s'enfermer dans un bureau et papoter. On va aller visiter. Vous êtes venu à Maran, vous êtes allé voir Jean-Marie Baudin, ex du PS. J'aimerais beaucoup rencontrer Jean-Marie Baudin. Vous l'avez pas S'il rencontré? m'entend, non, je lui ai écrit. Et j'ai appelé son secrétariat. J'aimerais beaucoup rencontrer Jean-Marie Baudin. Je trouve que c'est un maire qui fait du travail très intéressant. J'aimerais beaucoup qu'on échange sur le territoire. Il ne m'a pas répondu pour l'instant. J'espère qu'il me répondra. Le message est passé. Voilà. Justement, on va revenir véritablement sur les territoires et les problématiques de territoire, notamment sur la mobilité, qui est un gros problème. Oui, il y a de nombreuses problématiques sur la deuxième circonscription. Alors commençons par la mobilité, comme l'a dit Ludovic. Que proposez-vous pour aider justement les ménages à se déplacer sans que cela coûte trop cher, tout en respectant les enjeux environnementaux, parce que c'est un peu ça le juste milieu maintenant? Je suis content que vous disiez les ménages, parce que je pense qu'il faut bien se rendre compte de la réalité, c'est-à-dire que c'est la double peine pour les gens ici. Ils ne peuvent pas se loger, dans les villes où ils travaillent, ils sont obligés d'aller dans des couronnes qui s'éloignent de plus en plus. Et en plus, ils doivent, pour aller travailler, utiliser leur voiture, souvent avoir 2 voitures, parce qu'ils ont 2 travails différents, donc payer les assurances, l'essence. Et en plus, derrière ça, on vient leur dire c'est pas bien, parce que oui, il va falloir cesser d'utiliser des énergies fossiles et passer vers des transports décarbonés. Mais en plus, on les culpabilise en disant vous utilisez votre voiture, c'est mal. Sauf que quand vous n'utilisez pas votre voiture, si vous habitez à Vérines par exemple, que vous travaillez à La Rochelle, c'est 55 minutes de bus. C'est 15 minutes en voiture. Avec un bus qui passe toutes les heures, il n'y a pas de cadençage, il n'y a pas de site propre. Voilà, donc moi je crois qu'il va falloir faire un vrai schéma des mobilités, mais étendre aussi l'échelle des schémas des mobilités, parce que tout le monde gère un peu tout. Il y a la région qui gère, il y a les collectivités, les CDS, CDC, CDA. Les noms diffèrent. Les communautés d'agglomération, je voulais dire le mot, puisqu'ici c'est... La Rochelle qui vient pas loin. Donc voilà, donc il va falloir faire un grand schéma des mobilités. Pour ça, il va falloir passer... Donc évidemment sur plus de transports en commun, le bus, le train, pourquoi pas réemprunter des voies fluviales aussi, vous avez la chance d'avoir un joli port. Ça c'est quand même compliqué parce que c'est une compétence de la région, donc il faut monter à la région pour pouvoir infléchir les décisions. On parle par exemple souvent de l'arrêt TER à Maran qui ne se fait pas parce que, et on ne sait pas trop pourquoi. Mais en pourquoi fait. C'est compliqué, Ludovic? Parce qu'il faut monter au créneau. Ils n'ont pas d'argent. Si l'État donne pas d'argent, c'est pas compliqué. Alors comment vous solutionnez tout ça, vous? Nous déjà on fait la planification écologique. La planification écologique, ça sera aux communes et aux collectivités locales de l'organiser. C'est-à-dire de dire quels sont les besoins de la population et comment on sort du tout carboné.
comment on décarbone Je vous interromps, c'est déjà en cours. Hein. On peut parler la planification écologique. On peut parler de l'agglo avec son territoire, son ambition de devenir zéro carbone à 2040. Ici, c'est la même chose avec un territoire encore plus vertueux, à énergie positive. On va parler que de ça, c'est-à-dire des collectivités locales qui font le travail de l'État. Ce que vous dites, c'est vrai. Les collectivités locales font le travail de l'État, mais elles manquent de financement. Si on veut que la région puisse ouvrir plus de trains, il faut aussi financer. Si l'État ne finance pas, si l'État finance la LGV et pas l'ouverture de petites gares, évidemment que le conseil régional il va pas investir là-dedans. Il manque les dotations. Les dotations, on n'en fait que baisser à toutes les communes et à toutes les collectivités locales. Donc il faut accompagner. L'idée, c'est pas d'enlever la compétence de la région. L'idée, c'est d'accompagner la région dans la réouverture des gares avec des financements de l'État. Sur le bus, c'est pareil. La collectivité d'agglomération de La Rochelle fait un travail extraordinaire sur ses fonds propres parce que c'est sa compétence. Mais elle va pas pouvoir aller plus loin si l'État finance pas. Quand il va falloir passer à l'hydrogène, parce que je pense que dans les transports, c'est une énergie d'avenir. Comment on va investir comment va investir la communauté de La Rochelle dans un nouveau parc de bus? Tout ça, il va falloir que ça soit accompagné par l'État. Donc nous, on propose de mettre plus d'argent sur la table, de l'argent pour l'écologie, de l'argent en direction des collectivités locales, et que ce soit géré en effet au plus proche des territoires, que ce soit pas géré à Paris, de savoir entre Maran et Niort est-ce qu'il faut une nouvelle voie, voilà, que ce soit géré au plus proche des territoires, mais que nous investissions là-dedans. C'est une priorité, la mobilité? Ah oui, absolue. C'est une priorité absolue. Pourquoi? Parce qu'on a besoin, bon, tout est dit dans la question, j'ai pas besoin de le répéter, et aussi parce que ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi sur le territoire. Alstom, ils attendent que ça, de faire plus de trains, de faire des turbines. Bon, ça, on en parlera peut-être quand on parlera d'énergie. C'est une priorité parce qu'en plus, on va créer des emplois en France. On va permettre de développer le territoire. On va aussi permettre, moi, je crois qu'il y a une question sur les bassins d'emploi. L'emploi est concentré dans des zones. Bon, à Maran, vous savez ce que c'est quand même, vous en avez perdu des emplois. Bon, à Rochefort, j'en parle même pas, quoi. Les entreprises ferment à tour de bras. Donc il faut retravailler sur les bassins d'emploi, que les gens n'aient pas besoin d'aller à l'autre bout du département pour pouvoir travailler. Et puis toute cette question-là, c'est aussi la question des logements, pouvoir se loger proche de. On utilisera moins la voiture. Je veux bien qu'on parle des mobilités douces, mais si on fait du vélo, je sais pas moi, de Année à La Rochelle, enfin ça n'a pas de sens. Il faut aussi travailler sur que les gens puissent se loger à côté de leur lieu de travail, je pense. Vous parliez au plus près des territoires tout à l'heure. Est-ce qu'il ne faudrait pas décentraliser la compétence mobilité de la région vers les collectivités locales? Pourquoi pas? Mais en aurait-elle les moyens par contre? Mais voilà, il faut accompagner de moyens. Oui, c'est une question, moi je pense que j'ai pas réponse à tout, je sais pas tout sur tous les sujets. C'est une question que je trouve intéressante, c'est une question qu'on pourrait étudier. En effet, est-ce que on pourrait pas décentraliser certaines compétences sur les mobilités plus proches des collectivités locales? Un des premiers dossiers que vous porterez dans l'hémicycle? Non. Vous nous direz lequel tout à l'heure. On en parlera. Donc on parle de mobilité, on parle aussi donc d'énergie renouvelable, puisque c'est aussi avec l'alliance avec les écologistes, c'est maintenant enfin une obligation entre guillemets. Sur la deuxième circonscription, il y a un dossier énormément épineux, c'est celui des éoliennes. Quelle est votre position là-dessus? Est-ce que vous êtes plutôt pro-éolien, ou pas du tout? Et puis, deuxième petite question qui va avec la première, quelle est à vos yeux l'énergie la plus vertueuse, celle qui serait la plus vertueuse, c'est-à-dire qui contenterait tout le monde, qui éviterait d'exacerber les esprits, notamment l'éolien, mais aussi l'hydrogène. Enfin, voilà, quelle est votre position par rapport à l'éolien sur la deuxième circo, qui, je répète, est un gros problème? Alors, on va y aller doucement. Il y a un problème énergétique en France. Il y a déjà les différents rapports du GIEC qui disent quand même qu'on a 3 ans pour prendre les décisions nécessaires pour décarboner notre production d'énergie. Il y a un problème avec les centrales nucléaires, qui sont une énergie à risque et une énergie avec le réchauffement climatique qui va être de plus en plus intermittente, puisqu'on ne va pas réussir à refroidir. Enfin voilà, je ne vais pas faire un cours là-dessus. Et donc, il faut faire un mix énergétique, parce que vous disiez quelle est la solution? Il n'y a pas de solution. La solution, il n'y a pas une solution. Ça, c'est faux. Ceux qui disent ça, c'est des menteurs et des menteuses. La solution, c'est un mix énergétique. Avoir plusieurs modes de production électrique. De l'éolien, de l'hydraulique. On fait des progrès monumentaux en ce moment là-dessus. Sur l'éolien en tant que tel, je crois qu'il faut avoir un débat beaucoup plus apaisé que ce qu'il ne l'est. Et je le dis clairement, je pense que des politiques utilisent ce débat pour faire de la polémique. Quand j'entends certains concurrents à l'élection parler de l'éolien, ils disent absolument tout et n'importe quoi, qu'on ne sait pas recycler, c'est faux,
que ça artificialise. Ils se mettent à parler d'écologie maintenant, ils utilisent nos mots. Que ça serait à cause de l'éolien qu'on artificialise les sols. Ça représente 0,04% de l'artificialisation des sols, l'éolien en France. Et, enfin, ils implantent des grandes surfaces partout, mais ils nous parlent de l'éolien. Quelle est votre position? Un moratoire, il faudrait un moratoire sur l'éolien? Déjà, ma position, c'est la même position que j'ai sur tous les sujets. On associe les citoyens et les citoyennes. On arrête de faire dans leur dos. On arrête de mettre des choses devant chez eux sans qu'ils aient été associés, sans qu'ils puissent avoir décidé. On arrête avec le modèle économique de l'éolien. Les fonds de pension américains, tout ça, on arrête. On fait des projets. On vous semble venir avec une société citoyenne? Oui. Par exemple, qui existe sur la Alors, CDC? Exactement, exactement. On s'appuie sur ce genre d'exemple. On s'appuie sur ce genre d'exemple. On fait des sociétés citoyennes. On associe les citoyens à ce genre de projet. On en parle calmement, posément. On débat de ce genre de sujet et on répartit mieux sur le territoire. Parce que je pense qu'en effet, en Aunis, il y a un certain nombre d'éoliennes. Il y a une concentration. Il y a une certaine concentration. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres endroits où on peut mettre des éoliennes? On va vers l'offshore. On va vers l'offshore flottant, selon moi. Vous êtes pour? Je suis pour l'offshore flottant. Je suis pour. C'est encore en essai. Hein. Île d'Oléron, Île de Ré? C'est pas moi qui décide, c'est les citoyens. Non, mais votre avis, je vous rappelle que les pêcheurs de la Cotinière étaient pour. Par exemple. Mais où votre position là-dessus? Ma position, c'est qu'on fait pas ce qu'on a fait à la Cotinière, comme on l'a fait. Et on en met au large de l'île de Ré? On en met au large de l'île de Ré s'il faut. Ouais. Et on fait de l'éolien offshore. Et surtout, on essaye de faire un vrai mix énergétique. Et on isole les maisons. Enfin voilà. Enfin, je veux dire, on dit, on va de plus en plus avoir besoin. Si on veut sortir du pétrole, on va utiliser l'électricité. C'est nécessaire. On est d'accord. À moins qu'on décide de plus allumer la lumière et d'utiliser des bougies. Non. Donc il va falloir produire de l'électricité. Pour produire de l'électricité, il va falloir aller vers le mix. Et ça, moi franchement, je trouve ça dangereux quand j'entends certains débats et qu'on dit des choses qui agitent les passions des gens et je trouve ça dangereux parce que c'est mentir aux gens, quoi. Moi je suis favorable à des projets participatifs, c'est ce que vous disiez, où les collectivités et les citoyens puissent intervenir. Je suis pas favorable ni qu'on l'impose aux maires ni qu'on l'impose aux citoyens. Et puis l'éolien oui, mais pas le tout éolien, ça n'a pas de sens, et voilà. Pour être clair, dans le mix vous incluez le nucléaire alors? Ou pas du tout? Je suis pour la sortie du nucléaire. D'accord. Mais à 40 ans... Justement, on va en parler un petit peu du nucléaire. Vous disiez tout à l'heure qu'il faut produire du courant, ça en fait partie. Dans cette nouvelle grande famille qui vient de voir le jour, hein, il y a des avis qui sont un petit peu différents. Les Verts sont plutôt contre, les communistes sont plutôt pour. Vous, comment vous vous positionnez là-dessus? Nous, on est contre. Vous savez, je crois qu'on avait à peu près dans le programme le même rapport au nucléaire. C'est le rapport Mégawatt, hein, que vous connaissez sans doute, qui parle d'une sortie du nucléaire progressive sur 40 ans. Et en plus, il va falloir démonter les centrales nucléaires. Donc, on aura besoin des gens qui travaillent dans les centrales nucléaires. Ça va créer de l'emploi. Voilà, nous, on est pour la sortie du nucléaire. Moi, je crois à la science. Je crois au progrès humain. Je crois qu'on va trouver des nouvelles sources. On n'a pas parlé du solaire, d'ailleurs, hein, où on fait des progrès monumentaux aussi. On va trouver des nouvelles sources de... Mais avec des problèmes de recyclage, hein, comme pour les éoliennes. Hein. On est bien d'accord. Oui, mais sur l'éolienne, vous avez vu comment on a progressé. On sait même recycler les palmes, ce qu'on savait pas faire il y a 2 ans. On arrive à les recycler. Et puis alors en plus, moi ça me fait rire. Bon, je cite David Labiche qui nous dit ouais, les palmes d'éoliennes, on sait pas les recycler, c'est faux, on sait les recycler. Et en plus, c'est fait dans les mêmes matières que les bateaux. Donc là, on va dire à Fontaine-Pajot, c'est fini, on ferme parce qu'on sait pas recycler. Alors, stop, soyons sérieux. Donc sérieusement, on va trouver des nouvelles formes de production d'énergie. Mais il faut dire aussi que moi je trouve que la bifurcation écologique, comme nous on l'appelle, ou la transition comme l'appellent les Verts, c'est quand même quelque chose d'assez excitant, quoi. C'est une grande cause que nous allons devoir mener tous ensemble et il va falloir se donner les moyens, investir dans la recherche notamment, de trouver des solutions alternatives. Et ça, je pense que moi, pour ma génération, on a 30 ans, mais je ne vous parle même pas de tous les jeunes là, qui en ont bien conscience, ceux qui ont 18, 20 ans, qu'il va falloir faire un grand effort là-dessus. Je pense que intellectuellement, c'est vraiment très intéressant, quoi. Alors justement, la méthanisation, par exemple, ça vous excite? Ça m'excite. C'est-à-dire, c'est pareil, la méthanisation, ça dépend quelle forme de méthanisation. Oui, aux petits méthaniseurs, aux méthaniseurs collectivisés, si je puis dire, à quelques agriculteurs. Non, aux gros méthaniseurs où on est obligé de produire exprès pour mettre dans les méthaniseurs. Oui, les méthaniseurs, c'est une des pistes. C'est une des pistes, bien sûr. Oui, parce que la méthanisation en France est plus contrainte qu'en Allemagne, par exemple, où là, effectivement, il y a ce phénomène où on produit des céréales et on les met dans les méthaniseurs, alors qu'en France, normalement, c'est interdit. Et sur l'éolien, par exemple, en Allemagne, sur un territoire qui fait à peu près 2/3, je dirais, de la France, ils ont plus du double d'éoliennes. Voilà. Donc il faut aussi qu'on sache. Par contre, il y a une concentration ici, il ne faut pas se mentir, quoi. Alors justement, bonne transition, on parle de l'agriculture, c'est quelque chose d'essentiel dans la deuxième circonscription.
Voilà, vous, au sein de votre alliance, il y a des pro-européens, il y en a qui sont beaucoup moins. Vous prenez, entre guillemets, la désobéissance éventuelle européenne dans certains secteurs. Qui est moins européen, Ludovic? Bah écoutez, c'est en tout cas ce qui certains C'est ce que certains disent, mais c'est pas vrai. Ouais. On est pro-européen. On est contre l'Europe des capitalistes. On est pour une Europe des gens, mais on est pro-européen. Alors justement, qu'est-ce que vous faites de la PAC? On sait qu'aujourd'hui l'agriculture est subventionnée, hein, c'est le mot, même si certains agriculteurs souhaiteraient pouvoir vivre de leur métier normalement et ne pas être biberonnés comme ça. Qu'est-ce que vous faites de la PAC? Pour vous, est-ce que c'est toujours un bon système pour soutenir l'agriculture française et européenne, ou est-ce qu'il faut s'en débarrasser et trouver un autre système? Alors sur l'agriculture, c'est le modèle complet qu'il faut changer. Vous le disiez, les agriculteurs et les agricultrices n'arrivent plus à vivre de leur métier. Les jeunes ne veulent plus s'installer. La santé des agriculteurs et des agricultrices est mise en danger par l'utilisation des produits. La santé des habitants et des habitantes est mise en danger par l'utilisation des pesticides et autres intrants chimiques. Donc il faut changer de modèle. Déjà, je pense qu'il ne faut plus raisonner en termes d'agriculture productiviste. Je pense qu'il faut raisonner en termes de production alimentaire. C'est ce que je disais un peu sur la planification écologique. On a des besoins. C'est un métier incroyable quand même. C'est des gens qui mettent les mains dans la terre, qui font pousser des choses pour nous nourrir. Moi, c'est un métier que je trouve extrêmement respectable. Et on leur demande de faire n'importe quoi, d'investir, de faire des prêts aux banques. On les fait s'endetter avec ce système dont vous parlez de la PAC. On les fait s'endetter pour acheter des grosses machines qu'ils n'arrivent pas à rembourser. On leur demande d'avoir de plus en plus d'hectares, de se polluer la santé et de vendre des produits qui ne sont pas de qualité. Donc ça, il faut changer de modèle. Il faut permettre aux agriculteurs de vivre dignement, parce que c'est un vrai sujet déjà, et de produire des aliments de qualité. Mais changer le modèle, on vous entend bien, mais il faut le faire au niveau de la France ou il faut le faire au niveau européen? Parce que là, ça va peut-être un petit peu plus compliqué. Du fait que je me présente à l'élection législative, j'ai commencé par la France, et puis l'Europe, je vais laisser ça à mes amis qui sont au Parlement européen. Sur la France, déjà, il y a la commande publique. Je veux dire, nous, on propose des cantines bio et locales. Je peux vous dire que ça va créer pas mal d'emplois dans l'agriculture et permettre à pas mal d'agriculteurs et agricultrices de pouvoir vendre leurs produits, parce qu'il faut quand même qu'ils puissent les vendre derrière. Et puis derrière la production agricole, il y a aussi le prix. Et le prix, il faut que les gens puissent acheter. Si les salaires sont bas comme ils le sont, si les gens galèrent à pouvoir faire leurs courses comme c'est le cas à l'heure actuelle, ils peuvent pas acheter des produits de qualité faits par des agriculteurs qui sont rémunérés dignement. Donc moi, je pense qu'il faut revoir totalement le système. Sur la PAC à proprement parler, évidemment qu'il faut réformer la PAC. Enfin, ça me semble une évidence totale. Je pense que personne ne peut dire le contraire de la gauche jusqu'à la droite, puisque c'est un système où on subventionne des gens pour ne pas pouvoir vivre eux-mêmes de leur métier. Je pense à Surgère, là, il n'y a pas longtemps, vous avez vu, ils étaient obligés de jeter le lait, par exemple. On ne va pas pouvoir continuer on va pas pouvoir continuer comme ça. Là, vous avez tué combien de poules à cause de ce modèle agricole intensif? 11 300, il me semble, de mémoire, à Maran. On ne peut pas continuer comme ça. On marche sur la tête. Mais c'est tout le système qui a réformé. Réformer ce système, ce modèle économique, mais sur combien de temps? Parce que ça ne peut pas se faire en un claquement de doigts. Surtout avec les agriculteurs et les agricultrices. Avec eux. Oui, mais vous allez vous heurter un certain nombre d'agriculteurs qui ont besoin de cette PAC, justement. Oui. On va sortir un certain nombre d'agriculteurs, oui. Et on va devoir... Et aux chambres d'agriculture aussi. On va sortir à certaines formes de résistance, mais partout on aura de la résistance. Je vous ai dit, il y a la commande publique, mais il y a aussi, à un moment donné, on va devoir interdire certains pesticides, clairement. Et clairement, la loi devra interdire certains pesticides. Vous avez vu la multiplication des cancers pédiatriques? On fait quoi pour nos gosses? On les laisse crever de cancer à cause des pesticides. On le sait, la MSA reconnaît Parkinson et la maladie des lymphomes comme des maladies professionnelles. On laisse mourir les gens? Non, on va intervenir et la loi interdira certains pesticides. La loi interdira le glyphosate. Je rappelle qu'on est le département où on utilise le plus de glyphosate en 2019. Donc, Comment vous allez accompagner les agriculteurs qui vont être obligés de faire machine arrière? Déjà, on reprend leurs prêts. Première chose. Ils sont tous endettés, on reprend leurs prêts. Les prêts sont repris par l'État et on voit au cas par cas comment on fait pour le remboursement. Soit c'est l'État qui prend, soit ils rembourseront à l'État s'ils sont en capacité de le faire. Ensuite, on accompagne, vous parliez des chambres d'agriculture, les chambres d'agriculture, elles sont là, elles sont désœuvrées, quoi. Enfin, voilà, franchement, quand on va dans les services de l'État à la préfecture, il n'y a plus personne pour accompagner les agriculteurs. Donc on les accompagne, on met des gens sur le terrain, on embauche des fonctionnaires formés et qualifiés, des ingénieurs agronomes, pour aller les accompagner, pour expliquer. On leur a mis dans la tête
tête qu'il fallait acheter des pesticides, qu'il fallait acheter des grosses machines, qu'il fallait avoir 200 hectares pour s'en sortir. C'est faux, c'est pas vrai. On le voit, les modèles bio, les gens sont mieux rémunérés. Et je pense à Benoît Biteau, par exemple, 200 hectares, un peu plus de 200 hectares qu'il a fait passer en bio. Il a je crois, 3 personnes et demie sur son terrain. J'ai visité il n'y a pas longtemps à Ballon une ferme, 200 hectares, ils sont 2. Voilà, avec leurs gros tracteurs, pesticides, non, ça ne peut plus continuer. Donc on les accompagne, on crée des services d'État qui accompagnent les agriculteurs et aussi, par des mesures coercitives, on interdit certains produits. Petite précision, Benoît Biteau effectivement a embauché, mais aussi pour assurer ses fonctions de député européen. Il avait déjà embauché avant. Mais il a réembauché après. Alors la ferme que je visitais à Ballon juste à côté, je crois de mémoire sur 8 hectares c'est du maraîchage. On peut pas faire croire à tout le monde qu'on peut passer que du maraîchage. Sur 8 hectares, ils sont 4 à 35 heures et payés au SMIC. C'est pas le cas. Moi, quand je vois des agriculteurs qui gagnent 400 €, enfin franchement quoi. Et qui c'est qui les a mis? Moi, des fois, j'ai envie de prendre les agriculteurs et de leur dire mais qui vous a mis dans cet état quoi? C'est de la faute de qui? C'est de la faute des politiques libérales. Qu'est-ce que vous pensez de la loi Egalim 2? Je n'ai pas un avis, je connais pas assez bien cette loi pour avoir un avis tranché là-dessus. Alors, il y a quand même un autre phénomène, c'est qu'effectivement, il faut, donc, comme vous le dites, accompagner et faire une transition agricole, en fait, vers quelque chose de plus vertueux, on va l'appeler comme ça, financière et puis écologique. Mais il y a quand même la pression extérieure. On voit en Ukraine, on est énormément dépendant des importations ukrainiennes. On le voit avec la flambée des prix et des produits, des premiers produits. Comment on allie une culture écologique à une production plus ou moins intensive pour pouvoir nourrir tout le monde? Parce que, et on est de plus en plus nombreux sur cette planète, qu'on le veuille ou non. Comment vous faites? Comment vous alliez les deux pour que les choses se passent correctement sans que... Donc on va en parler quand on parlera de pouvoir d'achat, j'espère qu'on aura le temps. 15% on va d'augmentation des juste pâtes. enchaîner très vite. 15% d'augmentation des pâtes à cause du cours du blé. Et là, dans le nord de la région, où ici, on a des grandes plaines céréalières, et ça, on l'envoie en Amérique du Sud. Enfin, il y a quand même... On marche sur la tête, quoi. Ça n'a pas de sens. On peut peut-être consommer ce qu'on produit ici, quoi. Nous, on disait réquisition, on l'a dit, réquisition des productions françaises pour contrer le prix du blé ukrainien. Pourquoi on va acheter du blé en Ukraine? J'ai rien contre le blé ukrainien, mais on sait faire du blé quand même. Et on fait des progrès. Je veux parler du maïs population, par exemple, du maïs population qui n'a pas besoin d'eau. J'en parle d'autant plus que c'est un ami qui l'a créé de Dordogne et qu'on vient de perdre, Bertrand, et ça me fait plaisir d'avoir une pensée pour lui, qui a créé le maïs population. C'est un maïs qu'on n'a pas besoin d'eau. Il faut mettre du maïs population partout. Allez, on y va. On a des vraies technologies sur le blé. On fait du blé en France. On va pas acheter du blé ukrainien, quoi. Enfin voilà, et on fait une vraie souveraineté alimentaire. On nourrit, grâce à ce qu'on produit ici, on nourrit les gens qui habitent ici. Alors justement, on va en parler de ce pouvoir d'achat. Quelle solution vous prenez, vous, pour en redonner aux Français qui, à l'heure actuelle, sont très malmenés? Sur le pouvoir d'achat, il y a 2 sujets, je pense. Il y a à la fois les prix et les salaires. Voilà. Justement, oui, on pourra parler aussi du SMIC. Voilà. Donc pour redonner du pouvoir d'achat, j'ai une solution très simple, on augmente les salaires. Donc on parle du SMIC à 1 400 €. Comment font les petites entreprises? Comment font moi, Parce que vous avez été certainement confronté au problème. La masse salariale va augmenter. Comment ils vont pouvoir être confrontés à ça, les petits patrons? Alors on les accompagne, on crée un fonds d'État pour accompagner les petits patrons vers ça. Et puis surtout on dit... ça fait beaucoup d'argent qui sort de l'État. 250 milliards. Non, mais sur tous les projets. 250 milliards. C'est énorme. Et on va en taxer aux plus riches 270 milliards. Donc vous êtes pour remettre l'ISF? Doubler même. Revoir les seuils. Oui, je suis pour remettre l'ISF. Je suis pour. Alors attendez. Pouvoir d'achat, parce que bon, là, si on part sur l'imposition, c'est pas évident ici. Nous, on crée 14 tranches d'impôts en dessous de 4 000 €. En dessous de 4 000 €, ce qui doit être tous notre cas ici, je suis sûr, on paye moins d'impôts avec nous. 14 tranches d'impôts. Donc sur le pouvoir d'achat. Mais ça, c'est une mesure de pouvoir d'achat. Il y a 7 tranches d'impôts à l'heure actuelle sur le revenu. Nous, on en crée 14. En dessous de 4 000 €, déjà, on paye moins d'impôts sur le revenu. Les plus pauvres ne paient pas d'impôts. Voilà. Donc voilà. Puisqu'on parlait d'ISF et tout. Et heureusement, alors les plus pauvres ne payent pas d'impôts sur le revenu. Ils payent des impôts. La TVA, c'est un impôt. Oui, enfin, ils payent des taxes, mais non, mais c'est bon, il y a plein de gens qui leur disent ouais, mais les pauvres, vous contribuez pas à la société. Les pauvres, vous payez de la TVA dès que vous achetez quoi que ce soit, le moindre carambar. Il y a trop de sucre dans les carambars, ne pas acheter de carambar. Donc le pouvoir d'achat, on augmente les salaires, je disais. Oui. Et puis aussi, on bloque les prix. On dit à Total, tu t'es fait 16 milliards de bénéfices l'année dernière sur notre dos. Pendant que les gens payaient 2 € le litre de gasoil. Et bien c'est fini, ça sera 1,40 € le litre de gasoil. Et si t'es pas content, on trouvera quelqu'un d'autre pour vendre du gasoil. Mais à part sur l'ISF, comment vous allez chercher tout cet argent? Comment vous allez... déjà là, j'en prends à Total déjà là un petit peu, 16 milliards, je demande de partager un petit peu. J'en prends à et la part des taxes de l'État sur le prix du litre de gasoil ou d'essence, en fait quoi? Surtout pas. Vous y touchez pas? Non, surtout pas. Et ça c'est vous rentrez de l'argent à droite. Mais bien sûr, exactement, vous voyez.
hein, on réfléchit. Parce que là, c'est ce que propose à droite. C'est pas une mesure de gauche, ça, hein, Si. à l'origine. La mesure de gauche, c'est D'accord. de taxer le capital, pas de taxer... Oui, non, mais sur cette taxe sur le prix d'essence, Oui, c'est pas qui une est de mesure de gauche. 66%. Mais les gens qui expliquent qu'il faut baisser les taxes sur l'essence sont des irresponsables. Il y a 16 milliards de bénéfices chez Total l'année dernière. C'est à Total de payer. Ils ont spéculé en plus. Vous savez que on n'est pas en pénurie de gasoil, c'est pas vrai. Hein. Pas encore. On va y arriver, mais pas encore. Ils ont spéculé. Ils ont décidé d'en extraire de moins en moins pour faire augmenter les prix. Quand ils augmentent les prix, quand nous on paye 2 € à la pompe, on donne plus d'argent à Total. Donc nous on baisse pas les taxes. Le problème c'est pas les taxes parce que si on baissait les taxes, je vous dis, je veux financer plein de choses, mais en même temps je veux faire baisser. C'est pourtant ce qui ressort des conflits sociaux. Hein. Quand on va à la rencontre des manifestants, on peut parler des gilets jaunes par exemple. Hein. C'était il faut baisser cette taxe, cette fameuse taxe de l'État. C'est réclamé, ouais, c'est réclamé pas mal par les gilets Je jaunes. suis pas si sûr. Ah, Je connais assez bien les gilets jaunes. Ouais. Les gilets jaunes, je connais assez bien pour y avoir été quelques fois quand même. Les gilets jaunes, ils demandent surtout que le prix de l'essence baisse. Donc moi, ce que je dis, c'est que le prix de l'essence, on le ramène à 1,40 €. Grâce à un blocage des prix, on bloque les prix. Donc vous bloquez le prix. Emmanuel d'essence. Macron l'a fait sur les masques pendant la crise. Voilà, on bloque le prix de l'essence et que surtout, ça, on le prend sur les bénéfices des industriels et non pas sur ce que perçoit l'État à travers les taxes. Alors sur les produits de première nécessité, parce que là aussi, Vous alors là, connaissez ça notre impacte, programme. là, ça impacte. Vous connaissez notre programme, ça fait plaisir. Ça impacte aussi bien évidemment les ménages les plus modestes. Mm. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire comme avec Marine Le Pen, on ramène tout à 5%, ou on touche pas non plus Voilà, là aux toujours une 20%. Comment vous faites? C'est bien ce que vous dites, parce que écoutez, Marine Le Pen, quand elle propose de baisser les prix, elle propose que l'État gagne moins d'argent, donc c'est pas Marine Le Pen qui va vous aider, les gens. Ce qui va vous aider, les gens, c'est que nous, on bloque les prix. Là aussi, on parlait des industriels, comment les marges des grandes surfaces, quand ils revendent des produits pas bons en plus, quand ils revendent les produits que les gens sont obligés d'acheter parce qu'ils n'ont pas le choix, ils n'ont pas les moyens d'aller au marché, ils n'ont pas les moyens d'aller dans une ferme bio, ils se font des marges folles, on prend sur les marges, on bloque les prix, on dit c'est vous qui payez le différentiel. C'est ni les gens ni l'État. Vous faites de l'argent, vous rendez l'argent. Et vous ne Alors- touchez pas la TVA. On ne touche pas la TVA. Est-ce que vous protégez les producteurs? Parce que il risque on d'y bloque- avoir un retour de bâton. Surtout, on bloque les prix pour les producteurs. D'accord. C'est-à-dire, on dit, fini le lait, je reviens sur le lait, fini à Surgère que vous ayez un seul client qui vous impose le prix du lait. Votre client, il sera obligé de vous acheter un revenu rémunérateur, le lait. Nous, en fait, ce qu'on dit, c'est que, vous savez, il y a un moment où il ne faut pas se mentir, il y a des gens qui se sont fait beaucoup d'argent ces dernières années. Sincèrement, enfin c'est pas, voilà, on fait de la politique, bon, j'essaye d'échanger avec vous et tout, et de le faire le plus joyeusement possible. Mais on a réussi à faire rentrer dans la tête des gens que ce pays était pauvre, qu'il n'y avait plus d'argent, que c'était de leur faute parce qu'ils travaillaient pas assez, ils étaient trop feignants, ou je sais, voilà, ils avaient qu'à traverser la rue, ou il y avait. La réalité, c'est qu'il y a des gens qui se sont fait plein d'argent. Alors on est gentil, hein, on veut pas les virer ni rien, on est gentil, on leur dit juste vous rendez l'argent. Vous êtes mignons, comme on disait à François Fillon pendant la campagne présidentielle, vous rendez l'argent. L'argent que vous êtes fait, il y a eu des profiteurs de crise. Tout le monde, toutes les entreprises du CAC 40 ont augmenté leurs bénéfices et leur part de dividendes pendant la crise sanitaire. Les gens, ils se serraient la ceinture, ils n'arrivent plus à finir leur fin de mois. Et Bernard Arnault, j'ai pas le chiffre en tête, combien de fois il a multiplié son salaire? Justement, j'avais Je une suis sûr que vous question savez. sur Bernard Arnault qui me traversait l'esprit. Si on parlait un peu du monde de l'art, c'est un grand collectionneur. Vous le taxez comment, le monde de l'art? Oh là là. Alors moi, ça me passionne ça aussi. Alors Parce que là- on va aller très très vite. Ouais, parce qu'on a on encore en est là, quelques questions. on en est là. C'est-à-dire que, alors, vous savez, c'est défiscalisé. Vous savez Ouais. comment ça se passe. Donc, ces gens, ces grands mécènes, très honnêtes et très gentils, nous créent des grands musées pour pas payer d'impôts parce que c'est défiscalisé. Et du coup, l'art, maintenant, c'est les riches qui le font. Moi, je crée des musées publics, je crée un grand. Alors, sur la culture, on a aussi beaucoup de choses à faire, notamment sur les jeux vidéo. On crée un musée des jeux vidéo. Enfin, on pourrait dire beaucoup de choses. Là, ça y est, je pars dans tous les sens. Ça fait 1 heure qu'on est là. Mais sur l'art, on arrête que l'art soit de l'art privé. L'art, c'est le public. L'art, c'est le public, les associations, les collectifs. On leur donne les moyens. Et Bernard Arnault, au lieu de qu'il défisque en achetant les tableaux qu'il a envie d'acheter à des grands artistes déjà très connus, et ben au lieu de C'est défiscaliser, vous qui les achetez? nous on le fiscalise. D'accord. Nous on le fiscalise, on lui fait payer des impôts au lieu qu'il en paye moins en achetant des œuvres d'art, et on décide que c'est pas nous qui les achetons, c'est les musées. Il c'est risque les d'emmener ses conservateurs. collections à l'étranger. Il risque d'emmener ses On risque de Vous perdre savez, une il a forme pas de très très bon culture. goût, hein. Il a pas très très bon goût, Bernard Arnault. Ses collections sont pas incroyables. Ça, c'est votre avis. Voilà, c'est votre avis. Très très vite, la désertification médicale, ça c'est un gros problème. Alors je suis désolé, Il on va nous falloir reste qu'on combien le. de temps Il nous reste 10 minutes, un quart d'heure, grand Et on a maximum. encore combien de sujets? Pas mal. Désertification médicale, quelle solution vous prenez? Est-ce qu'il faut obliger les médecins à s'installer là où il n'y en a pas? Est-ce qu'on doit légiférer là-dessus? Voilà. Bon, très bien. Non, Hop, non, ça, c'est- attendez. Non, mais vite fait. Voilà, donc là, vous avez tout dit. On oblige les médecins. Mais surtout, il faut dire la situation des gens, quoi. 6 mois pour aller voir un ophtalmo, un dermato. Ma suppléante, par exemple, à un moment, elle a eu un soupçon de cancer de la peau. Pour aller voir un dermato, il lui fallait 8 mois.
Voilà, Anne, tout va bien. Mais quand même, vous vous rendez compte. Pourquoi? Alors, on oblige les médecins, je le fais très très vite, hein. On oblige les médecins, on crée des maisons de santé publique. Là, ce qui est fait par les collectivités locales, je pense à Saint-Jean-de-Maracène, à Surgères, qui fonctionne très bien. Par contre, on le fait de manière publique, c'est-à-dire des maisons avec des salariés à l'intérieur. Et on salarie les médecins à ce moment-là, c'est ça, hein? Oui, bien sûr. On oblige les jeunes médecins à s'installer, ce qu'on fait pour les profs, ce qu'on fait pour plein de gens. On remet de l'argent dans l'hôpital public. L'hôpital public est dans un état lamentable. On remet de l'argent dans l'hôpital public. L'hôpital public ne peut pas être partout, donc on crée un maillage avec ces maisons de santé publique. Les retraites, Antoine? Oui, les retraites, 60 ans pour Jean-Luc Mélenchon, avec un coût de 20 milliards d'euros. Emmanuel Macron est plus sur les 65 ans. Alors comment vous financez ces 20 milliards d'euros? Oui, les retraites, elles sont financées jusqu'en 2070. Vous le savez, Antoine. C'est un faux problème, en fait, les retraites aujourd'hui? C'est un faux problème. C'est un faux problème. Qu'est-ce que c'est le sujet? C'est qu'ils veulent rendre notre système privé, en fait. Ils veulent vendre notre système de retraite. Ils veulent tout mettre sur le marché. Donc on attaque par petits bouts comme ça. Là, ils essayent à chaque fois. Donc à chaque fois, nous on arrive à s'opposer, on gagne. La dernière fois, on a gagné. Et cette fois, quand Jean-Luc Mélenchon sera Premier ministre, on les laissera pas faire. Non, le sujet c'est les travailleurs. Quand on a travaillé 40 ans. Enfin moi, on va aller dire à ma sœur qui est puéricultrice et qui a 52 ans de porter des enfants jusqu'à 65 ans. Soyons sérieux au bout d'un moment. Alors nous, peut-être, là, vous, peut-être, c'est moins fatigant que d'autres, mais on va aller dire aux agriculteurs qui... Je rappelle que l'espérance de vie en bonne santé d'un ouvrier, c'est 62 ans, et qu'avant 62 ans, 25% des ouvriers sont morts. Voilà. Donc je pense qu'au bout d'un moment, il faut être un peu sérieux. La retraite à 60 ans, c'est une obligation morale. C'est une obligation morale de laisser les gens se reposer. Ce qui est une obligation morale aussi, c'est de bien traiter les personnes âgées. Cette société qui maltraite ces personnes âgées dans les maisons de retraite, on l'a vu avec le scandale Orpea, et qui en plus n'est pas capable de permettre aux gens de pouvoir se reposer quand ils ont travaillé toute leur vie, c'est une société qui moralement m'indigne. Je ne veux pas de cette société-là, et nous sommes pour la retraite à 60 ans, qui est financée selon le corps. Et comment arriver à 60 ans? Comment y arriver concrètement à cette retraite à 60 ans? Tout en conservant les 42 annuités, on est d'accord? 40 personnes commencent leur vie active à 18 ans. Faut pas se leurrer, c'est très compliqué. Nous, on est pour les 40 annuités. Donc ça veut dire de 20 ans à 60 ans. Il y a deux choses. Il y a les carrières où on a réussi à avoir 40 ans d'annuité. La retraite à 60 ans, nous, ce qu'on propose, c'est donc 40 annuités. Une fois qu'on a ces 40 annuités, on peut partir à 60 ans avec son taux plein. Pas une retraite en dessous de 1 400 €, c'est-à-dire le SMIC. J'en ai pas parlé tout à l'heure, je crois. SMIC, là, c'est le premier décret. Le 20 juin, Jean-Luc Mélenchon, Premier ministre, décret, le SMIC passe à 1 400 €, si j'en ai déjà parlé. Et puis, pas une retraite en dessous du minimum légal pour les salariés. Et puis, pour les carrières entrecoupées, où on n'a pas 40 ans d'annuité, on propose un minimum à vivre, et j'espère qu'on aura le temps de parler des jeunes, de 1 063 €. On le propose pour toutes les couches de la population, et je pense notamment aux femmes qui ont souvent des carrières entrecoupées et qui sont tout le temps les premières victimes de ce genre de réforme, parce que c'est bien souvent elles qui doivent s'occuper des enfants, et donc pas une retraite avec une carrière complète à moins de 1 063 €. C'est à peu près ce que touche ma mère qui a travaillé toute sa vie. Vous voyez, en ce moment, quand on a travaillé toute sa vie, on touche 1 000 €. Là, nous, pour les gens qui ont travaillé toute leur vie, 1 400 €, et pour ceux qui ont des carrières entrecoupées. Mais vous êtes conscient quand même que ça aussi, ça a changé aujourd'hui. Enfin, avant, on était plus sur des carrières assez linéaires. Aujourd'hui, on est plus sur de la reconversion. À 25 ans, il y a beaucoup de jeunes à 25 ans qui changent de métier. Tant mieux, non? Oui, tant mieux. Mais comment, du coup, à 60 ans, et puis je vais vous dire, on peut entendre ça, retraite à 60 ans, c'est un peu comme si on... Non, mais on vous oblige pas, Antoine, hein, si vous voulez travailler plus, on vous oblige pas. Permettez-moi de me reposer à un moment donné. Non, moi je m'interroge sur comment je vais arriver à ma retraite à 60 ans. C'est ça la vraie question que je me pose. Oui. Déjà en baissant le chômage, et en créant des emplois, notamment des emplois publics, évidemment, on perçoit de plus en plus de cotisations sociales. Ça permet donc de financer le système de retraite. Et on revient sur cette ubérisation de l'économie, parce que vous savez, vous n'êtes pas sans ignorer que la baisse du chômage est complètement artificielle. Là, on a permis à plein de gens de créer des auto-entreprises. C'est pas des salariés, c'est pas réellement des gens qui travaillent, ou en tout cas qui travaillent suffisamment pour pouvoir vivre. Ils sont exclus des chiffres du chômage quand tu as un contrat de 2 heures dans une boîte avec ton auto-entreprise. Enfin, ça n'a pas de sens. Donc, si on salarie les gens, nous on crée l'emploi public, on crée l'emploi paysan. Je l'ai pas dit, mais 200 000 emplois. On parle de 200 000 emplois créés dans la paysannerie. Et donc, on perçoit de plus en plus de cotisations sociales. On fait aussi l'égalité homme-femme. Quand les femmes seront payées autant que les hommes, c'est pareil, les cotisations sociales vont augmenter. Ces cotisations sociales-là financent le régime de retraite. Mais je tiens aussi à le dire sincèrement, je le redis, le régime est financé jusqu'à 2070. C'est un faux sujet. On essaye une fois encore de nous voler nos conquis. On essaye de nous faire croire qu'on coûte trop cher, que s'arrêter de travailler, c'est trop grave. Non, le système est financé et il faut continuer avec ce système par répartition.
On va passer tout de suite, parce qu'on n'a plus beaucoup de temps, au pour ou contre, et on parle des jeunes juste après, avant vos 2 minutes. Le pour ou contre. Donc je rappelle le principe du pour ou contre, il est très simple. Là, on vous pose une question et vous ne pouvez répondre que par pour ou contre. Donc des fois, on se trompe. Certains se trompent. Pour ou contre la gratuité du pont de l'île de Ré. Waouh. Ah oui, c'est aussi ça. Pour ou contre la gratuité pour un tarif social? Pour ou contre le contournement de Maran. Pour. Sans problème. hésitation. Pour ou contre le développement de l'aéroport de Rochefort? Contre. Alors, une question, mais vous y avez déjà répondu. Hein. Pour ou contre le plafonnement du prix des carburants? Mais ça, vous avez déjà Pour. répondu. Pour ou contre la prise en compte des votes blancs aux élections? Pour. 3 fois pour. 100 fois même. Pour ou contre la présomption de légitime défense pour les forces de l'ordre? Contre. Pour ou contre la possibilité de donner aux étrangers de voter aux élections présidentielles et législatives. Pour les étrangers en situation régulière. Yannick, la dernière. Pour ou contre un quinquennat unique pour les députés? Contre pour 2 quinquennats. Alors, contre pour un, mais Pour 2 quinquennats. D'accord. On parle des jeunes. Très vite, je suis désolé, hein, on va devoir accélérer. C'est vrai que le chômage des jeunes est relativement important en France. Quelle solution? Alors, non seulement il y a le chômage, mais il y a aussi la possibilité de vivre normalement pour les jeunes. Hein. On sait que par exemple le RSA, ils en sont exclus. Qu'est-ce que vous prenez là-dessus? Comment aider les jeunes à commencer justement leur carrière professionnelle pour pouvoir partir à 60 ans? Comment faire en sorte que les jeunes les plus démunis, parce qu'il y en a aussi, notamment les étudiants, certains étudiants, comment faire pour qu'ils vivent décemment dans ce pays? Oh, bon, les jeunes, c'est un sujet transversal parce qu'ils rencontrent tous les problèmes que rencontrent plein de gens. Le logement, les études, non, ça concerne que les jeunes, mais il y a un problème transversal dans la jeunesse. Déjà, moi, je veux dire qu'on supprime Parcoursup. Hein. Là, les lycéens sont en train de passer leur bac. Je veux leur dire, c'est fini, les gars. L'année prochaine, vous n'aurez pas Parcoursup. Ça aussi, c'est une forme de maltraitance. Très sincèrement, je pense que vous le savez. Je ne sais pas si vous avez des enfants. Bon, vous ne voulez peut-être pas me le dire, d'ailleurs. C'est une forme de maltraitance. Les parents se tirent les cheveux, les enfants. Enfin, voilà. On supprime Parcoursup. On arrête la privatisation de l'université. Là, je parle que des étudiants et de ceux qui font... Et de ceux... Parce que justement, jeune, pour vous, ça s'arrête à quel âge? Vous considérez que je suis jeune ou pas? Non, mais je vous pose la question. Moi, je me considère encore jeune. D'accord. Ouais, une trentaine d'années. Voilà, ça, je parle que des étudiants, parce qu'il n'y a pas que les étudiants. La formation professionnelle. On investit dans la formation professionnelle. Beaucoup. On a parlé d'agriculture tout à l'heure. Investissons dans des formations professionnelles. Dans les CFA? Dans les CFA, bien sûr. Dans les CFA. Investissons dans les lycées. Est-ce que vous reconnaissez que sous les 5 ans de Macron, l'apprentissage a énormément augmenté? Il y a quand même un succès là-dessus, ou pour vous, c'est pas... Non, dans les chiffres, l'apprentissage a augmenté. Nous, voilà, on propose aussi l'allocation d'autonomie. Donc c'est là où, par exemple, que des apprentis soient payés 600 €. Enfin, franchement, ils travaillent 35 heures. Elle sera combien le montant là? 1063 €. D'accord. Donc une allocation d'autonomie. Vous voulez que je vous dise comment on le finance, peut-être? Je ne sais pas si on va avoir le temps. On taxe tout au-dessus de 12 milliards. 12 milliards, on prend tout. On dit pour notre jeunesse, 12 milliards, c'est bien. Hein. On dit pour notre jeunesse, on taxe tout l'héritage au-dessus de 12 milliards. Et on relève même le plafond pour les autres héritages. Donc on finance comme ça cette allocation d'autonomie. Et puis surtout, oui, on fait un grand plan logement pour les étudiants, parce que vous disiez ceux qui n'arrivent pas à loger, mais alors ceux qui sont logés, parfois, il y a des CTU, franchement, qui sont dans des états lamentables. Et vous faites de la préemption foncière? Ah oui. Mais ça, on le donne aux collectivités locales aussi, hein, le pouvoir de le faire. Hein. Moi, j'encourage les collectivités locales à le faire, hein, très sincèrement. Et puis, on donne une vraie place dans la société aux jeunes, je crois. Moi, je crois que les jeunes ont beaucoup à nous apprendre. Alors là, en fait, je suis pas si jeune que ça, parce que... Non, parce que moi, franchement, je suis assez étonné par les jeunes. Là. Hier soir, je parlais avec un certain nombre de jeunes. Enfin, leur politisation, la conscience qu'ils ont du climat, la conscience qu'ils ont de leur avenir. Enfin, ils sont dans une angoisse totale, et on leur donne la possibilité de pouvoir s'exprimer dans la société et d'entendre un peu ce qu'ils ont à nous dire, quoi, sans nécessairement parler à leur place en permanence, quoi. Le système éducatif aujourd'hui, il est bon pour vous? Il faut là aussi le réformer parce que il y a trop d'échecs, notamment en fin de troisième. Faut dire qu'on avait quand même l'un des systèmes éducatifs les meilleurs au monde, quoi. Moi, je suis pour le collège unique. Enfin, je trouve que franchement, pour des gars comme moi, s'il n'y avait pas l'école, voilà, je ne serais pas où j'en serais à l'heure actuelle. Malgré tout, vous parlez au passé là.
Oui, parce On qu'on dit on avait. Oui, je pense qu'on lui a mis des grands coups et que là, clairement, le prochain quinquennat, c'est la privatisation totale de l'éducation nationale. Hein. C'est pour ça que j'aimerais bien avoir un débat avec Madame Fessot si c'est elle la candidate. Non, il y a évidemment des améliorations à faire. Moi, je trouve qu'une société quand même qui se dit emmener 100% d'une classe d'âge au bac, c'est pas complètement absurde, quoi. Je trouve ça bien qu'à un moment dans la vie, on ait le temps d'étudier, d'apprendre des choses, d'apprendre l'histoire de son pays, d'apprendre les mathématiques. Voilà. Après, je crois aussi qu'il va falloir, au sein de l'éducation nationale, alors ça c'est vraiment des sentiments personnels, mais qu'on revalorise les voies professionnelles et que on... Enfin, moi, je trouve que les mains dans la terre, franchement, c'est quelque chose d'extraordinaire. Je trouve que, je sais pas, il y a plein de métiers, je trouve... moi, j'aurais bien aimé, quand j'étais au collège ou au lycée, avoir des ateliers, par exemple. Apprendre des choses qui me seraient utiles dans la vie. Est-ce que les méthodes d'apprentissage doivent justement évoluer pour que les jeunes, ça percute quoi, dans le cerveau un peu plus? Je crois que c'est un peu aux professeurs de le dire aussi, et je crois qu'il faut leur faire confiance parce qu'on leur a pas fait confiance. Je crois qu'il faut arrêter avec des programmes qui tombent d'en haut du ministère de l'Éducation nationale. Je vais pas revenir sur les polémiques, mais apprendre pendant qu'il est à Ibiza le protocole la veille. Enfin voilà, je crois qu'il va falloir fonctionner autrement. Il va falloir fonctionner de manière beaucoup plus horizontale, associer les professeurs à la confection des programmes. Je pense que les professeurs savent un peu ce qu'attendent les élèves. Ils sont en contact avec eux tous les jours. Donc oui, je pense qu'il y aura des modifications dans les manières d'apprendre, mais sincèrement, je crois que les professeurs ils attendent que ça. Si on parle de beaux métiers aussi, quand même des gens avec les salaires qu'ils ont et comment ils sont traités en permanence, ce métier-là de former la jeunesse, c'est quand même incroyable, quoi. Et donc avec Jean-Luc Mélenchon Premier ministre, plus d'éducation nationale dans la rue comme ça se fait à toutes les rentrées scolaires? Non. Vous en êtes sûr? Ouais, et je suis aussi sur les préfabriqués non plus. D'accord. Ouais, on construit on a un problème sur Courson d'ailleurs. Ouais, je sais bien, c'est pour ça que je le dis. Non, on construit des écoles quand même. Ça va, on peut le faire. Juste petite le bac, on le conserve. Pour vous, c'est quelque chose d'important, cette épreuve avant l'université ou d'autres. Oui, et moi je suis fier d'avoir le bac. Je suis très fier. On passe tout de suite aux 2 minutes et on finit l'émission. Vous avez 2 minutes, vous avez carte blanche. Si vous voulez revenir sur un sujet, comme je le disais en début d'émission, si vous voulez revenir sur un sujet qu'on a déjà évoqué ou en développer un autre, 2 minutes, pas plus. À la base, je voulais parler de la jeunesse, donc je suis content que vous en ayez parlé parce qu'on n'a pas eu le temps de parler de tous les thèmes, mais tant mieux. Mais je crois qu'en fait, pour moi, parler de la jeunesse et parler des anciens, c'est un peu des thèmes transversaux. Je crois qu'on est dans une société qui méprise les gens, qui méprise ces jeunes, qui méprise les personnes les plus âgées. Et je crois sincèrement qu'on est à une heure où il faut basculer. Alors, on n'a pas assez, on a toujours envie d'en parler plus, parler d'écologie et de climat. On n'a pas assez, je pense, pas beaucoup. J'ai pas pu peut-être développer plus sur les personnes âgées. Moi, je crois par exemple que à la suite du scandale Orpea, arrêter de se faire de l'argent sur le dos des personnes âgées, sur la fin de vie, ça me semble être quelque chose d'essentiel. Je comprends pas qu'on puisse faire ça, quoi. On parle d'orguerie quand même. Les libéraux parlent d'orguerie. C'est devenu une manne financière. On arrête ça, on crée des maisons de retraite publiques. Ouais, les copains, ils se moquent de moi parce que souvent je dis merci bisous. On dit à Orpea, on dit à Corian merci bisous, au revoir. On arrête, on ne se fait plus d'argent sur le dos de nos anciens. On se fait plus d'argent sur le dos des plus jeunes non plus, avec les formations privées qui coûtent super cher et auxquelles tout le monde n'a pas accès. Donc moi, ce que je crois, c'est c'est notre slogan de campagne, c'est qu'on a vraiment un autre monde à construire, qu'on doit le construire collectivement dans une société beaucoup plus horizontale où tout ne vient pas d'en haut, je ne sais pas tout, je l'ai dit, je n'ai pas envie d'avoir un avis sur tout. Il y a des gens qui sont beaucoup plus experts de leur vie que moi. Les agriculteurs savent mieux ce que c'est que l'agriculture que moi. Mais je crois que vraiment cet autre monde, il est désirable. Et justement, cette jeunesse nous le demande en nous plaçant à 40% au premier tour de l'élection présidentielle. Et je crois vraiment que, j'ai envie de dire, allez les gens, on y va ensemble et on construit ce monde, quoi. Très bien, c'est la fin de l'émission. On a dépassé, mais bon, c'est pas grave, 11 minutes, c'est bien. On a évoqué un maximum, en tous les cas, de sujets que l'on avait prévu d'évoquer. Merci beaucoup. Merci à vous. Nordine, Raymond, d'avoir participé. Merci, messieurs. Merci. Et puis nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un homonyme d'Antoine Colin. Il s'appelle aussi Antoine Colin, mais lui, il est candidat de lutte ouvrière à la députation sur la première circonscription de Charente-Maritime. On le recevra ici même. Merci, portez-vous bien, et puis n'hésitez pas à commenter, faire des commentaires sur l'émission. À vendredi prochain. Merci. Merci.